Merci Yves. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet en invitant le docteur Didier Leget, que la plupart d'entre vous connaissent. Donc, c'est un chirurgien urologue qui a bien tourné, puisqu'il fait maintenant non seulement de l'urologie, mais aussi de l'assurance dans les groupes Panacea et GPM. Et je lui donne la parole. Monsieur le Président, un grand merci de votre accueil. Un grand merci à vous et à Philippe Marde de m'avoir proposé de participer à ce colloque qu'on a essayé de mettre en place autour, je dirais, du risque médico-légal. Je vais me charger de remplir une mission difficile, en moins de 10 minutes, de vous poser le squelette du risque médico-légal et de l'évolution législative depuis 10 ans. L'idée étant, depuis 2003, la date de parution du colloque, à aujourd'hui, de voir un petit peu quelle était l'évolution, je dirais, légale administrative. Mon topo sera complété par 2 interventions. Maître Amélie Schiffer qui interviendra pour nous faire part de l'évolution un peu jurisprudentielle. Et puis notre grand témoin est Marguerite Pellier, que je n'ai pas vu arriver, mais qui devrait être là, je l'espère, qui nous fera partager, je dirais, sa vision un peu historique de l'arrivée des CCI, de l'évolution et des évolutions futures. Alors en 10 minutes, c'est très difficile. Je sens plus que je ne trouve pas la bonne touche, mais je vais y arriver. Qu'avec ça. D'accord. Rebelote. J'appuie là, ça passe pas. Donc si je perds 3 minutes à essayer de faire passer les diapos, Monseigneur, il faudra me rallonger un peu. C'est un souci avec le diapo. On va le remonter. C'était la fin, en fait. Comme ça. Voilà, donc en 70 diapositives et en 9 minutes, je vais vous faire participer à l'évolution des lois. La première chose, je voulais rappeler un petit peu, même si lors de la communication du rapport en 2003, vous allez voir que je vais devoir parler assez vite, la loi 2002, la loi Kouchner était connue, un certain nombre de décrets sont sortis depuis, et je voulais les repositionner un petit peu. D'abord, la loi Kouchner, comme un certain nombre de textes, ont précédé notre devoir d'information pour nous, chirurgiens, mais le code de déontologie le prévoyait déjà. Donc la loi Kouchner n'a fait qu'en remettre une petite couche. Ce qu'elle a apporté, c'est la désignation d'une personne de confiance, avec aujourd'hui, je dirais, des réalités médico-légales qui sont relativement peu connues. Il y a peu de procédures où la personne de confiance est impliquée, sauf quand les ayants droit après un décès font partie de la procédure. L'accès au dossier médical ouvre un certain nombre de procédures, je dirais surtout au niveau ordinal, et en tant que vice-président du conseil départemental, ouvre un certain nombre de démarches d'ayants droit qui demandent à accéder à tout le dossier, et un grand nombre d'établissements qui, encore aujourd'hui, donnent l'intégralité du dossier du patient, alors que la loi précise uniquement faire connaître les causes de la mort, respecter la mémoire du défunt et respecter le droit des ayants droit, en particulier dans les suicides. Et puis, la création des CRUC, qui permet aujourd'hui, je dirais, d'améliorer la relation dans le conflit entre les patients et les chirurgiens, puisqu'on représente essentiellement les chirurgiens, mais aussi l'ensemble des praticiens de l'établissement, et qui pourrait permettre, si elle était peut-être mieux utilisée, de diminuer encore le nombre de mises en cause, puisqu'un grand nombre de mises en cause et d'expertise ont essentiellement un rôle éducatif et d'explication sur ce qui s'est passé, puisque parfois nous avons un problème de communication. Elle a créé surtout la grande révolution, c'est l'indemnisation des accidents médicaux non fautifs, comme vous le savez, avec un certain nombre de critères, je ne reviendrai pas en détail, et puis un certain nombre de missions, en partie autour de la transfusion, autour des séroconversions HIV, hépatite C et autres, et puis la vaccination obligatoire, et récemment le Benfluorex. Donc on a vu au fil des années que les missions des CCI, qui au départ étaient créées pour les accidents médicaux non fautifs, s'est élargie. Voilà, vous savez que c'est une procédure qui est rapide, une procédure qui est gratuite, avec une action éventuellement récursoire de l'ONIAM lorsqu'il a indemnisé les patients envers les assureurs des chirurgiens. Voilà, aujourd'hui, les CCI, le professeur Jacques nous l'a dit, aujourd'hui, c'est plus d'une procédure sur 2, donc c'est très important. On est à plus de 40 000 présentations en dossier depuis la création des CCI, alors qu'on avait à peu près, en 2002, 800 dossiers par an. On est en rythme de croisière à peu près à 4 000, à 4 500, 4 400, 4 500, et c'est encore en train d'augmenter. Et on verra en fin de topo, si le défenseur des droits arrive à ce qu'il veut, que le nombre de procédures devrait même exploser. Le budget de l'ONIAM est passé de 40 millions à 176 millions et devrait là encore augmenter. La loi Kouchner nous a, nous, chirurgiens, obligés à prendre une assurance, ce qui était bien légitime, mais elle a du coup précisé le cadre de cette assurance avec un plafond à 3 millions d'euros par affaire et en cas, bien évidemment, de manquement d'assurance, des sanctions, essentiellement par l'ordre, voire pénal. Elle a créé le BCT. Un certain nombre d'entre vous ne savent pas ce que c'est, mais c'est le Bureau central de tarification qui a pour objet de trouver un assureur pour un chirurgien qui n'en aurait plus. C'est dans la loi, et ce qui fait qu'un certain nombre de confrères qui aujourd'hui sont inquiets peuvent être rassurés. Le BCT est censé toujours trouver une solution. Et puis pour nous, chirurgiens, ça c'est le côté syndicaliste,
avec Philippe Cuc, président du syndicat des chirurgiens à l'UCDF aujourd'hui, on a été très inquiets avec l'apparition d'un trou de garantie, c'est le premier, c'est-à-dire qu'au-delà de 3 millions d'euros, c'était aux chirurgiens à indemniser sur ses fonds propres les éventuels dépassements. Le 31 décembre 2002, on verra que depuis 10 ans à peu près, un certain nombre de lois dans le monde de l'assurance passent toujours en fin d'année. Donc il faut que les assureurs, là je change de casquette, doivent s'adapter très vite, puisque c'est toujours en fin d'année que ça change. La loi Abou a bouleversé le monde de la responsabilité en passant de ce qu'on appelle en base fait générateur, en base réclamation, c'est-à-dire que c'est l'assureur qui vous couvre au moment du courrier du patient qui réclame réparation et non plus l'assureur au moment du fait générateur. On est passé d'une garantie trentenaire à une garantie décennale. Le patient ayant la possibilité de porter réclamation dans les 10 ans qui suivent la consolidation. Et on verra que ça peut poser de problème. C'est un trou de garantie qui est le deuxième trou de garantie. Que se passe-t-il après les 5 ans de changement d'activité? C'est très vrai en gynéco-obstétrique. Quand un gynéco-obstétricien arrête l'obstétrique et continue la chirurgie obstétrique, il n'est couvert par le dernier assureur que pour une période de 5 ans. Que se passe-t-il au-delà des 5 ans, alors que le patient, qui est un jeune patient suite à une césarienne ou un accouchement, peut porter plainte jusqu'à l'âge de 28 ans? Alors, c'est le deuxième trou de garantie. Que se passe-t-il au-delà de la garantie subséquente? Il se passait à l'époque que les chirurgiens devaient indemniser sur leur fonds propres les éventuelles procédures, tant pour les frais de défense que pour les indemnisations. D'autres évolutions législatives. D'abord, le cadre conventionnel. Vous savez qu'on a négocié en 2003 la possibilité qu'une partie de notre prime d'assurance soit prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie. Au lieu d'augmenter nos tarifications chirurgicales, on a négocié un accord qui fait que notre prime est prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie. L'ANAS et la HAS, et on le verra, ont remis une couche et ont remis à jour les documents qu'ils ont publiés sur le devoir d'information. On en reparlera dans la deuxième partie d'après-midi. Et puis la charte du patient hospitalisé a elle aussi évolué sur notre devoir d'information, reprenant tous, peu ou prou, je dirais, les obligations déontologiques qui sont les nôtres, mais les médecins apprenant le code de déontologie souvent après des procédures judiciaires. Et puis création de l'Observatoire des risques médicaux en juin 2008, je dirais qu'il est probablement aujourd'hui un peu sous-utilisé par rapport à ce qu'on pourrait en faire, et peut-être que les sociétés savantes et les syndicats devraient un peu plus travailler avec lui. Et puis encore une révolution, la loi hôpital patient santé territoire de Mme Bachelot en 2009. Elle a remis une couche sur le devoir d'information. Elle a proposé la couverture des régulateurs libéraux qui travaillent au sein des SAMU d'être couverts par l'assurance de l'État. Et on verra tout à l'heure que le Conseil de l'ordre aujourd'hui est en train de militer pour que les effecteurs de terrain, les médecins généralistes en particulier, soient couverts aussi par l'assurance de l'État. Et puis elle a mis en place une procédure d'urgence que vous connaissez, la possibilité pour l'Agence régionale de santé de mettre à pied en quelques minutes un praticien qui serait dangereux. En 2011, après presque 10 ans de combat, Philippe Cuc, présent ici, moi-même, Jean Marty, Xavier Beauchamp, on a réussi à obtenir, avec l'aide de Xavier Bertrand, la mise en place d'un fonds de mutualisation qui fait disparaître les 2 trous de garantie, au-delà du plafond qui était à l'époque de 3 millions, et au-delà de la garantie subséquente. Dorénavant, il y a un fonds de mutualisation auquel nous cotisons, chaque professionnel de santé, entre 15 et 25 euros, qui fait que ces 2 trous de garantie ont disparu. D'accord, j'avance. Voilà, le plafond a évolué, bien évidemment. Il y avait sur le marché une offre commerciale à 8 millions d'euros, et dans ces conditions, le plafond a été remonté de 3 millions à 8 millions d'euros, ce qui a des impacts probablement aujourd'hui sur le résultat économique des assurances et des réassureurs. On a augmenté la prise en charge de nos primes d'assurance. En 2010, la checklist, c'est la Haute Autorité de Santé qui l'a mis en place dans les procédures de certification établissement de santé. On en parlera probablement cet après-midi. La HAS a communiqué un document important en 2011 sur l'obligation d'informer un dommage lié aux soins qui découle de la loi hôpital patient santé territoire. Et puis elle a remis à jour son document sur le devoir d'information, toujours le devoir d'information dont on parlera tout à l'heure. Alors l'avenir, qu'est-ce que l'avenir sur le risque médico-légal? Bien sûr, ce n'est pas le bilan 2013-2014, mais ça me paraissait important d'y revenir. D'abord, dans le PLFSS, l'article 50, qui veut, je dirais, contrecarrer la décision de la Cour de cassation récemment, l'objectif étant clairement de dire que les CCI et l'ONIAM ne doivent intervenir que pour des actes préventifs, diagnostiques, thérapeutiques, en gros, pour mettre en dehors tout ce qui est la chirurgie esthétique, voire demain peut-être la chirurgie fonctionnelle. Nous suivrons de près d'un point de vue syndical cette évolution. La demande du Conseil de l'ordre, je vous l'ai dit, pour élargir l'assurance de l'État. Les recommandations du défenseur des droits, je voulais y intervenir un tout petit peu, je vais passer 1 minute. D'abord, le défenseur des droits a proposé une évolution très importante qui devrait peut-être rentrer dans le cadre de la loi santé sur les saisines des CCI et sur l'ONIAM.
Premièrement, de renforcer l'information que les patients peuvent porter réclamation auprès des CCI, renforcer leur devoir quasiment de pouvoir solliciter les assureurs pour les aider dans cette démarche. De la part des CCI, leur donner, dès l'ouverture du dossier, un chèque de 700 € pour les aider. Demander aux patients d'évaluer les experts, ce qui me paraît très dangereux, et de voir en fonction de l'évaluation des experts par les patients et les victimes s'ils pourront continuer à être experts. Élargir les CCI au niveau des départements et territoires d'outre-mer. Mieux indemniser les proches des patients victimes. Ne pas tenir compte de l'état antérieur. Vous voyez que toute cette évolution mettrait en grand danger les équilibres médico-légaux et de l'assurance que nous avons aujourd'hui. Plus que 3 minutes. La loi santé, évolution qui sera discutée à partir de janvier, et nous ne manquerons pas d'un point de vue syndical d'y revenir, mais qui crée un droit à la santé. En créant un droit à la santé, l'intégralité de l'accès aux soins, de la qualité des soins, y compris au niveau tarifaire, relève de la responsabilité de l'État. Et l'État va indemniser les conséquences financières des conséquences de la maladie. Il est probable que si l'État indemnise les patients, l'État aura une qualité et pourra mettre en place des procédures d'action récursoires contre les chirurgiens et leurs assurances. Il nous semble là qu'il existe un grand danger. Enfin, l'État propose la délégation des soins imposés pour les sages-femmes, les infirmières, les auxiliaires de santé, et le risque étant de faire glisser le risque médico-légal sur des professions qui aujourd'hui étaient plutôt protégées, et ce qui est pour nous, assureurs, une question intéressante. Les class actions qui seront décrétées dans la loi, qui là aussi nous inquiètent quand on voit la procédure de Benfluorex, quid des class actions à suivre. Voilà, je vous ai mis la tête dans le potage, entre guillemets. Cet après-midi, on va pouvoir, après que j'ai posé le squelette, le faire vivre et l'habiller. Amélie Schiffer va intervenir. Madame Pellier, je ne sais pas si Madame Pellier est arrivée, devrait normalement nous compléter cette analyse. Et ensuite, l'ensemble des intervenants que nous avons souhaité large permettra de vous faire partager le risque médico-légal dans sa réalité quotidienne et avec probablement des conseils pour les chirurgiens pour ensemble essayer de diminuer cette sinistralité qui aujourd'hui nous inquiète au quotidien. Je vous remercie, j'espère, Monseigneur, que j'ai respecté mon temps de parole. Voilà.